Sous-région de l'Afrique centrale. Le Cameroun bénéficie donc d'une bonne image de la confiance de ses partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Nous n'avons pas de coopération militaire avec le Cameroun, contrairement par exemple à ce que nous avons avec la RDC ou même avec le Gabon et la RCA. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes dans une crise qui est plus jeune. Donc nous avons proposé notre assistance en termes d'expérience, de vie et de coexistence des communautés. On n'avait pas pensé avoir affaire à une menace de type terroriste ou asymétrique pour pouvoir maintenant réadapter nos forces. On pourra dire que ces nouvelles menaces ont frappé le dispositif de veille camerounais. Docteur Franck Bogo. J'ai un problème quand même qui est fondamental, c'est le chevauchement, n'est-ce pas, des trajectoires. Parce que l'Union africaine a reconnu que l'intégration doit se faire au niveau des sous-régions. Donc finalement, moi j'ai peur que les États soient essoufflés parce qu'il y a un engagement qui est demandé au niveau des CER qui ont été reconnus, mais également des efforts qui sont demandés pour faire marcher l'Union africaine. Regard sur la diplomatie et ça se passe sur Royal FM. Vous avez la possibilité également de nous regarder sur Facebook. Le lien c'est Royal FM en un mot, espace Cameroun. Royal FM en un mot, espace Cameroun. Nous avons le privilège d'accueillir sur notre plateau ce soir un invité de marque. Eh bien, c'est son Excellence Merzak Bedjaoui, c'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Algérie au Cameroun. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, et je tiens tout d'abord à remercier la radio Royal FM qui me donne l'occasion de venir ici ce soir m'exprimer, surtout pour parler de la coopération entre l'Algérie et le Cameroun, et puis également parler également de la mémoire commune que nous avons, parce que tout ceci n'est pas malheureusement suffisamment médiatisé. Alors, Excellence, je vais dire que vous êtes au Cameroun en fonction un peu avant ou même depuis 2015, mais c'est en novembre de l'année 2015 que vous avez représenté vos lettres de créance au chef de l'État, Paul Biya. Et depuis lors, comment sentez-vous au Cameroun ? Je vois que vous avez une bonne mémoire. Effectivement, ça s'est passé le 11 novembre 2015 oui. Et il y a eu... j'avais organisé à ce moment-là une cérémonie qui était la célébration de la fête de la victoire en Algérie. Et le matin même, j'avais présenté mes lettres de créance à son Excellence Monsieur le Président de la République. Et le soir, j'ai fêté la fête de la victoire, j'ai célébré la fête de la victoire, j'ai commémoré la fête de la victoire à l'hôtel Hilton, et je fais de la publicité un petit peu là, à l'hôtel Hilton. Donc vous avez effectivement une très très bonne mémoire. Alors, à côté de vous, un habitué de ce panel, c'est bien le professeur Amougi Tite Apollinaire. Il est ministre plénipotentiaire, diplomate et professeur associé à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Bonsoir, professeur, et bienvenue. Bonsoir Yves Modeste, la courtoisie m'impose de m'associer à vous pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Bedjaoui. Je voudrais prolonger en disant que recevoir son Excellence ici, c'est un peu recevoir la mémoire de l'Afrique. Parce que l'Algérie figure parmi les mémoires vivantes du panafricanisme africain. Les luttes anticoloniale, la conférence de 73 qui aboutit au nouvel ordre économique international, c'est bien l'œuvre de l'Algérie, donc c'est un grand Africain qui est là et je me réjouis qu'il ait eu l'amitié et la courtoisie de venir nous éclairer sur l'aspect spécifique des relations entre l'Algérie et le Cameroun. Très bien, le privilège est le nôtre. Alors, notre invité, lui, il n'est pas habitué de ce panel et nous l'avons déplacé, on doit le signaler. C'est bien le docteur Jean Mbang Kingé. Il est enseignant à l'université de Thiam, c'est un historien et il a longtemps travaillé sur l'Algérie. Merci de nous faire honneur ce soir, docteur Mbang Kingé, et bienvenue sur Regard sur la diplomatie. Je vous
vous en prie, c'est tout un honneur pour moi. Depuis une semaine, vous êtes là parce que vous attendez ce programme. C'est un honneur encore. Alors, à côté de vous, c'est Fabrice Nemi. Il est là à chaque fois que nous le souhaitons. Fabrice, bonsoir. Bonsoir, Immodeste. C'est un honneur pour nous d'être une fois de plus sur ce plateau et de partager ces moments avec tous les invités de marque que nous avons aujourd'hui, notamment son Excellence, Monsieur Bedjaoui, ambassadeur d'Algérie au Cameroun. Également, c'est également un honneur pour moi d'être à côté d'un de nos enseignants de notre gauche. Vous savez, lorsque on a reçu les enseignements de nos aînés, c'est toujours un honneur pour nous de les partager et d'être encadrés parmi eux. Très bien, vous êtes diplômé de l'Institut des Relations Internationales, étudiant également en option Relations Internationales et Histoire des Relations Internationales. En tout cas, vous êtes le bienvenu ici. Alors, professeur Amougui, je vous propose tous, à tous d'ailleurs, d'écouter d'abord ce élément sonore. L'Organisation mondiale de la santé a suivi la progression du virus 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par la rapidité alarmante de la propagation et le manque d'action des États. Nous avons donc estimé que le Covid-19 pouvait être qualifié de pandémie. Suivi, professeur, c'est une sortie du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'est depuis hier, pour qualifier le coronavirus de pandémie. Alors voilà donc une maladie, si on s'en tient au dernier chiffre, on parle de 121 564 000 cas de contamination et les décès, nous en sommes à 4 373. Ça, c'est les chiffres actualisés de la journée d'hier. La menace, elle plane quand même, non? La menace, elle plane, Yves Modeste, et je dirais non seulement elle plane, mais c'est une menace globale à laquelle il faut donner une riposte globale. Et ça me rappelle un peu le mot du président Biya quand il parlait du terrorisme. Mais je vais au-delà de ce qu'il avait dit pour dire qu'en fait, quand on se place dans la lecture de la Charte des Nations Unies, qui se préoccupe de la paix et de la sécurité internationale, on a cru au moment que les ruptures de la paix étaient les menaces les plus poignantes, mais on se rend aujourd'hui que ces menaces, elles sont écologiques, elles sont climatiques, elles sont épidémiologiques, et c'est le cas aujourd'hui avec coronavirus, et qui montre aussi, qui interpelle, je dirais même, l'ensemble de la communauté internationale vers une plus grande solidarité. Donc il faut développer un multilatéralisme de solidarité, et je crois que avoir à nos côtés son Excellence Monsieur l'ambassadeur, dont le pays est à la pointe de la technologie médicale et biomédicale, je crois que parmi les réponses à apporter, il s'agit là bien d'un interlocuteur qui, ma foi, est d'une préciosité établie. Alors, docteur Jean Banking, est-ce qu'on n'est pas là, est-ce qu'on n'a pas comme ce pressentiment de voir le monde entier menacé? Parce que si on s'en tient aux dernières mesures, on a vu les États-Unis même qui viennent de décider de la suspension des voyages de tous les ressortissants européens ou bien en provenance de l'Europe pendant 30 jours. On a vu en Italie où on confine carrément la population. Est-ce que le monde entier se sent faible devant la désormais pandémie du coronavirus? Merci, Monsieur Ngué. Et permettez-moi encore une fois de préciser l'honneur qui est le mien d'être sur ce panel avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avec Monsieur le ministre et avec tous les autres. Le coronavirus est véritablement une pandémie et nous avons besoin d'être solidaires pour pouvoir la combattre. Parce que c'est la solidarité qui permettra véritablement de combattre. Pour vous relancer, le directeur général de l'OMS a d'ailleurs évoqué cet aspect-là. Il appelait à la solidarité. Effectivement, il faut une solidarité sur la scène internationale pour qu'on puisse trouver des mesures qui vont permettre véritablement de combattre cette pandémie, parce que le coronavirus aujourd'hui est une pandémie et affecte effectivement de nombreux aspects de la vie, aussi bien sur les plans politiques, économiques, sociaux.
Et sur d'autres aspects, même sur le plan culturel, aujourd'hui, les gens sont obligés de se confiner suite à la menace du coronavirus. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire pour l'instant. Et je crois que on est certes faible, mais on finira par la vaincre si on adopte les mesures qui sont prises et si on instaure une solidarité internationale entre les États. Alors, est-ce que, Fabrice Némi, vous voyez cette volonté-là de résoudre le problème quand même? Il n'y a pas encore une réelle volonté globale de la part des États qui sont affectés, parce que l'on sait qu'en relation internationale, les États n'ont que des intérêts à préserver. Donc c'est chacun, et notamment chaque État, qui veut tirer la couverture de son côté avec les prises de mesures individuelles de chaque État, notamment les États-Unis, qui ont interdit les vols en provenance d'Europe. C'est un pays qui ferme leurs frontières. Donc nous sommes encore le loin. Gabon à côté. Bien également dans la sous-région Afrique centrale. Donc mais pour dire qu'aujourd'hui quand même, à Douala, s'est tenue une réunion avec tous les ministres de la santé de la zone CEMAC pour essayer de contrer le coronavirus, alors que le Gabon a fermé la frontière avec le Cameroun, qui n'a enregistré à ce jour que 2 cas. Oui, nous sommes dans une disposition d'intégration régionale dans la perspective où le Cameroun étant déjà affecté par cette pandémie, même si ce n'est qu'un chiffre de 2, le Gabon à côté est également affecté, mais il est quand même souhaitable que la CEMAC dans la sous-région puisse prendre des mesures régionales pour pouvoir contrer cette pandémie-là, afin qu'elle n'ait pas des effets dominos sur l'économie régionale. C'est la raison pour laquelle on souhaite que des mesures davantage internationales, mondiales, puissent être prises dans l'ensemble pour que la pandémie puisse être vaincue. Car ce n'est pas en prenant des mesures individuelles que l'on parviendra à vaincre cette maladie. Alors, Excellence, aujourd'hui même aussi, on parlait de cette annonce du ministre de la Santé de l'Algérie qui signalait déjà des cas de corona en Algérie. Et je crois jusqu'en soirée, on était déjà à 24 cas enregistrés. Alors, nous espérons qu'en Algérie, peut-être le système mis sur pied pour déjà contrer la maladie est opérationnel depuis un certain bout, puisque le virus est en Afrique, ça fait déjà, je crois, depuis janvier également. Effectivement, comme vous venez de le dire, nous on a relevé les 2 premiers cas. C'était des cas importés d'Italie. C'était 2 ingénieurs ou techniciens italiens qui sont partis de Milan, qui est véritablement le foyer pratiquement du coronavirus en Italie. Donc ils sont partis dans une base pétrolière dans le Sahara algérien. Quand ils ont été testés quelques temps après, parce que bon, vous savez, quand vous arrivez dans un pays, vous pouvez être asymptomatique, n'est-ce pas? Et puis les symptômes apparaissent au bout de quelques jours. C'est ce qui est arrivé pour cet Italien. Donc il a été testé positif. Et son camarade qui sont arrivés ensemble, il a été testé négatif. D'accord. Bon, aujourd'hui ils sont guéris, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux en Italie. On a eu également d'autres cas. Au départ, c'était 17, c'était toute une famille. Il y a une maman qui est rentrée de France avec sa fille de 24 ans, qui a été rendre visite d'ailleurs à une partie de sa famille en France. La maman a été testée positive, et puis par la suite, c'était la fille. Et ils ont contaminé l'ensemble de leur famille, se retrouvent avec 17 personnes. Bon, aujourd'hui, parmi les 17 personnes, il y en a 8 qui sont guéris. Et là, nous avons eu 3 autres cas, ou 4 autres cas plus précisément, qui sont venus également de France. Mais au lieu d'être confinés dans ce qu'on appelle le gouvernorat d'Alger, c'est-à-dire la wilaya comme on dit chez nous, maintenant on a retrouvé ce coronavirus dans un autre département, du côté de la ville de Tizi Ouzou et dans l'Est algérien. Ils sont tous les 4 venus de France, n'est-ce pas? Bien entendu, quand le coronavirus est apparu, l'Algérie a tout de suite marqué sa solidarité avec la Chine, puisque nous avons exporté 500 000 masques vers la Chine. On a exporté 500 000 masques, on a tout de suite exprimé notre solidarité avec ce pays avec lequel nous avons des relations historiques, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes en train de gérer cette situation. Nous sommes en train de gérer. Nous avons
un staff médical qui est très compétent, etc. Nous avons du matériel médical, mais personne ne peut savoir si véritablement le coronavirus commence à se répandre un petit peu partout. Ça deviendra presque impossible de faire des tests tout un chacun. Là, vous êtes obligé d'attendre que les symptômes apparaissent pour que vous puissiez faire exactement le nécessaire. Donc, le président de la République a pris des mesures, bien entendu. La dernière mesure qui a été prise aujourd'hui, moi je viens de la prendre, c'est de demander aux Algériens d'éviter de faire des voyages à l'étranger. D'éviter, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes mis en quarantaine, que nous allons empêcher d'autres citoyens d'autres pays de venir en Algérie. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui de dire, en dehors de tout cela, c'est que ça nous donne une idée sur la manière de penser au vivre ensemble, de vivre ensemble en paix. Je pense que le vivre ensemble en paix aujourd'hui, il est véritablement d'actualité. On n'a jamais accordé de l'importance à l'humain. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'humain est finalement très important. Et là, ça m'amène à parler de l'environnement. Vous savez, quand on parle de l'environnement, beaucoup de pays ne vous écoutent pas, ne prennent aucune mesure, alors que ce sont ces pays-là qui ont véritablement pollué cette planète. Vous savez, moi j'étais ambassadeur dans un pays, ça va vous étonner, l'Islande, avant de venir ici au Cameroun. J'ai constaté, j'ai été là-bas et j'ai vu de visu, donc, un glacier qui s'est retiré de 30 km. C'est énorme. L'environnement, la dégradation de l'environnement n'est pas une vue de l'esprit. C'est très très sérieux. Aujourd'hui, en Algérie, nous n'avons pas eu d'hiver. C'est la sécheresse, alors que c'est la saison des pluies. Comme vous dites ici, c'est l'hiver chez nous parce que nous avons les 4 saisons. Mais Excellence, est-ce que vous avez l'impression que cette pandémie est en train de dépasser l'humanité? Non, mais ça c'est certain, ça est en train de dépasser. Heureusement qu'un pays comme la Chine elle a les moyens de véritablement de contrer. C'est ce qu'ils sont arrivés de faire. D'ailleurs, ils sont en train de démonter les hôpitaux qu'ils ont construits en 10 jours. Maintenant, les Chinois, la Chine a peur d'une chose, c'est qu'elle soit contaminée de l'extérieur. D'ailleurs, tout voyageur qui part aujourd'hui vers la Chine est confiné pendant 14 jours. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont peur d'être recontaminés une deuxième fois. En tous les cas, nous, on a toujours marqué notre solidarité. D'ailleurs, quand on a été rapatrier nos citoyens de Chine, on n'a pas ramené uniquement des citoyens algériens. On a ramené des Tunisiens, on a ramené des Libyens, et on a ramené des Mauritaniens dans l'avion. On a dépêché 2 avions. On a ramené le maximum de citoyens, pas uniquement des Algériens, mais des Mauritaniens, des Tunisiens, des Libyens, etc. Donc c'est le moment véritablement de combattre durement ce que moi j'appelle le mercantilisme. Le mercantilisme, c'est-à-dire cette économie libérale qui est en train véritablement de détruire la planète. On ne lutte pas suffisamment contre l'environnement parce qu'il faut mettre beaucoup d'argent. Et là, quand on a une économie qui est basée sur le profit, on ne pourra jamais s'en sortir. Il n'y a pas une planète B. Regardez ce qui se passe dans ce studio. Nous avons des objets qui ne servent absolument à rien. Mais pour les fabriquer, il faut beaucoup d'énergie. Il vous faut de l'énergie. Donc de la pollution. Il faudrait repenser véritablement, c'est une occasion, cette pandémie-là du coronavirus nous donne l'occasion de repenser toute cette manière-là de vivre ensemble. Et du vivre ensemble, repenser notre manière de vivre ensemble. Professeur Amougui, comment est-ce qu'on va affronter ou même vaincre le coronavirus baptisé Covid-19? Comment est-ce qu'on va le vaincre? Je ne peux pas donner une solution miracle. Mais aujourd'hui, il y a une volonté politique qui s'exprime à travers le monde et qui veut que tout le monde soit sensibilisé à ça. Et ce qui me réconforte, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, ayant déjà donné la dimension planétaire et dangereuse de cette pandémie, je crois devrait pouvoir mobiliser davantage les États à travers l'ONU. Je verrai très bien dans les prochaines semaines une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies se pencher sur la question et peut-être par solidarité imposer une nouvelle taxe
de telle manière à pouvoir renverser les budgets. Traditionnellement, c'est les budgets aux armements et aux causes de paix et de sécurité qui prennent pratiquement 75% du budget des Nations Unies. Il est maintenant question, je crois, de rééquilibrer. Parce que là, assez curieusement, et c'est, je crois, ironie du sort, les États-Unis se retrouvent égaux au Cameroun, se retrouvent égaux au Burundi, parce que c'est une cause humanitaire. Ça veut donc dire que le multilatéralisme, tel qu'il a fonctionné jusque-là, doit être repensé, doit être, si vous voulez, redimensionné avec des valeurs humanistes. À cause d'une épidémie ou d'une pandémie? Bon, je dirais pas à cause, mais peut-être grâce à une pandémie. Mais aujourd'hui, on voit les conséquences sont graves, les économies sont à terre, les cours des matières premières, tout a baissé, tout a chuté. Le président américain venait même de demander au Congrès américain de revoir un peu une taxe sur les salaires afin de permettre aux populations quand même de résister. On voit que la menace est grandiose. Mais Yves Modeste, cela m'amuse un peu venant des États-Unis, parce que nous savons que les États-Unis sont le pays au monde qui a le budget le plus élevé en matière de dépenses militaires. En arriver maintenant à demander un effort citoyen à travers une épargne individuelle, il y a quelque chose d'assez contradictoire par rapport au profil que donnent les Américains d'eux-mêmes. America First. Ça va plutôt dans le sens de peut-être ajouter un petit quelque chose par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Mais les mécanismes sont assez difficiles. Comment est-ce qu'on va collecter cette épargne? Comment est-ce qu'on va la budgétiser? Comment est-ce qu'elle sera dépensée? C'est pas quelque chose. Le principe est simple, mais maintenant les mécanismes de fonctionnement, l'opérationnalité, c'est quelque chose d'autre. Mais en vérité, je crois qu'aujourd'hui, face à cette menace, ça nous montre que l'être humain a plus besoin de se montrer solidaire avec les autres humains que de les menacer. Alors, la solidarité, c'est l'équation, docteur Jean Banking. Monsieur Ngué, la solidarité est l'une des équations, mais n'est pas la seule équation à mettre sur pied face à cette pandémie. Il y a certes la solidarité, mais il faudrait qu'on sache également à mettre l'être humain au centre de toutes les initiatives qui sont prises dans la société. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, quel que soit le domaine de la société, c'est l'être humain qui devrait être l'épicentre de toutes ces initiatives. Mais on a comme l'impression aujourd'hui que certains États ont toujours tendance à vouloir s'ériger au-dessus des autres et à considérer les autres États et même leur population comme de simples esclaves, entre guillemets. Donc il est nécessaire aujourd'hui de mettre l'homme au centre, d'informer aussi, parce que là aussi il y a un autre problème, l'information. Parce que vous savez, aujourd'hui, on en arrive à un stade avec cette pandémie où des gens pensent même que c'est un petit leurre. Beaucoup se disent non, c'est une maladie qui est créée de gauche, de droite, donc forcément la menace n'y est pas. Non, il faudrait qu'on sensibilise véritablement les populations au vu des initiatives qui sont prises déjà par les différents États et l'Organisation mondiale de la santé, que les premières mesures qui sont prises soient déjà respectées, mais qu'il y ait une véritable solidarité entre les États en accordant, comme le disait tout à l'heure monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, un peu plus au niveau des budgets par rapport à la santé dans les États et à essayer aussi de maintenir un environnement sain qui pourrait nous permettre déjà de combattre ces maladies. Parce que quand on parle de maladies, forcément, ça veut dire qu'on vit dans un environnement qui n'est pas toujours très celui qu'on souhaite. Donc moi, voilà un peu ce que je pourrais... Très bien. Fabrice Némi? Oui, dans un contexte d'après-guerre froide, étant donné que les Nations Unies avaient pour principale mission de préserver la paix et la sécurité internationale, on s'est donc rendu compte que certains aspects pouvaient fragiliser cette paix et cette sécurité internationale, notamment avec les questions sanitaires. C'est la raison pour laquelle on a établi le système onusien avec les différentes organisations internationales qui s'occupaient de certains aspects spécifiques, notamment avec la santé, les questions pour les États à travers l'ONU, de prendre en compte la dimension de la sécurité, celle-là qui repose sur l'humain, c'est-à-dire une sécurité humaine. C'est-à-dire, avec ce contexte-là, avec cet aspect des choses, il faudrait que
la sécurité doit largement dépasser l'aspect militaire, l'aspect politique, l'aspect environnemental pour s'intégrer sur la question humaine, notamment en s'appuyant sur des diverses politiques qui peuvent faire en sorte que la pandémie puisse être vaincue. Maintenant, s'agissant des populations elles-mêmes, il faudrait que nous-mêmes, nous les populations, nous fassions preuve de beaucoup de solidarité, de beaucoup de prise de conscience à l'endroit des mesures que nous recommande le corps médical. On a observé par exemple en Italie comment le corps médical est totalement submergé, débordé par les patients. Donc il faudrait que nous-mêmes nous fassions preuve d'une certaine prise de conscience pour pouvoir nous-mêmes prendre des mesures qui font en sorte que nous puissions éviter cette maladie-là, car les États ne peuvent pas toujours tout faire pour pouvoir vaincre ce genre de pandémie. Très bien, nous allons sortir de ce sujet et on va souffler d'ailleurs pour revenir. Vous êtes sur Royal FM 88.4 et vous écoutez Regard sur la diplomatie. Alors, nous allons parler de la thématique principale de ce soir. Et commençons avec vous, professeur Amogui Tite. Alors, le Cameroun ou Yaoundé et Alger entretiennent quand même une longue relation. Et vous pouvez un peu nous fixer sur cette relation. Elle date de quand? Comment est-ce que l'Algérie arrive quand même à approcher le Cameroun pour devenir partenaire? C'est une relation historique. L'historicité de la relation Cameroun-Algérie est établie et elle commence d'ailleurs bien avant l'accession des deux États à l'indépendance. Je dois dire que les nationalistes camerounais et les nationalistes algériens se rencontrent pour la première fois dans la périphérie de la conférence de Bandung de 1955. Qu'on a appelé la conférence afro-asiatique. C'était assez fort et à partir de ce moment-là, le Cameroun et l'Algérie vont essayer de se soutenir d'un point de vue, si vous voulez, stratégique pour l'accession à l'indépendance, ce qui fait que le Cameroun se montra entièrement solidaire de l'Algérie pendant les épreuves difficiles que nous avons connues et qui amènent le président... si vous voulez, le premier président Ben Bella et par la suite le président Ouari Boumedienne au pouvoir, et les relations entre les deux États n'ont jamais cessé de se consolider. J'ai parlé tout à l'heure un peu en préambule de la conférence d'Alger de 1973. Je crois que c'est une conférence qui marque un peu la date de naissance, la consécration de la souveraineté africaine des États africains et surtout leur positionnement par rapport aux graves événements qui vont affecter la politique et les relations internationales à cette période. Je ne voudrais pas brûler la courtoisie et la politesse à son excellence. Il nous donnera tout à l'heure le contenu de cette relation. Mais voilà un peu le cadrage politique, le cadrage idéologique. Et il va nous parler également du cadrage juridique concret des relations entre le Cameroun et l'Algérie. Avant de revenir à Excellence, l'historien peut également nous fixer là-dessus. Docteur Mbak. À quand datent les relations entre l'Algérie et le Cameroun? En ce qui me concerne en tant qu'historien, je vais juste ajouter quelques éléments à ce que le ministre a donné. C'est qu'avant les indépendances des deux États, l'Algérie et le Cameroun, ce sont des États qui entretenaient déjà des relations.
D'où est-ce qu'elles partent? Elles sont même un peu plus anciennes. Les relations entre les deux États vont commencer avant même la naissance du FLN, le Front de Libération Nationale en Algérie, et de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Les relations sont un peu plus anciennes. Celles-là se déroulent à quel moment? Les relations entre les deux pays se déroulent dans les années 1931, quand l'instituteur français Gaston Donat arrive en Algérie et il quitte l'Algérie 13 ans après pour aller au Cameroun. Et il va donc, en tant que communiste, être un peu affecté négativement par la façon avec laquelle les populations étaient traitées dans ces territoires. Et c'est ainsi que Gaston Donat décide donc de pouvoir combattre pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations, afin que ces populations puissent accéder à leur indépendance. Mais sur le plan idéologique, les relations entre l'Algérie et le Cameroun vont s'établir à un moment donné quand l'Union des populations du Cameroun va s'inspirer de l'esprit révolutionnaire que l'Algérie avait à un moment donné et va donc s'inspirer de leur idéologie en se fondant sur les écrits de certains théoriciens comme le médecin Frantz Fanon, qui a publié des ouvrages, Les damnés de la terre, Peau noire, masque blanc, qui vont inciter les théoriciens de l'Union des populations du Cameroun à pouvoir véritablement se rapprocher du FLN. Et c'est ainsi que ces deux peuples, ces deux territoires vont donc mener des relations qui vont les amener à prendre conscience de la nécessité de se mettre ensemble, un peu ce qu'on disait encore tout à l'heure, cette solidarité. On ne mène pas un combat seul, mais cette solidarité afin de pouvoir accéder à leurs indépendances. Après l'indépendance, il y a donc des relations qui sont véritablement établies entre les deux territoires et il y a des éléments qui vont permettre à ces deux territoires de se rapprocher davantage. Et parmi ces éléments, Excellence, il y a eu la construction des ambassades consulaires. Alors comment vous pouvez revenir là-dessus, sur le noyau même de la coopération? Vous savez, avant de venir ici au Cameroun, je me suis beaucoup intéressé à la mémoire. Parce que il est très aisé de constater que si votre mémoire, vous n'arrivez pas à la récupérer, il est impossible de construire votre avenir. Si je parle de ça, parce que tout simplement, avant de venir ici, comme je viens de le dire, j'étais directeur Europe et je m'occupais de la question des archives en Algérie. La récupération de nos archives, vous savez, c'est au même titre que le Cameroun. Vos archives et les archives algériennes sont exactement dans un même endroit avec Aix-en-Provence. Pour ne pas le citer, il y a une partie des archives camerounaises qui sont en Allemagne. Quand je suis arrivé ici, j'ai voulu déterrer cette histoire coloniale commune. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer le docteur Jean Kingué à l'université de Yaoundé 1, c'est bien ça, et qui était là avec le professeur Daniel Abois et le professeur Mankené. Le professeur Daniel Abois, je l'ai invité en Algérie. Enfin, c'est notre directeur général des archives qui l'a invité pendant un mois en Algérie. Il a fait des découvertes extraordinaires. Je vais en parler tout à l'heure. Donc le docteur Kingué, il présentait sa thèse de doctorat d'État sur l'Algérie et le Cameroun de 1954 à 1971. C'est la première thèse de doctorat d'État que j'ai médiatisée en Algérie, parce que cette histoire coloniale commune, c'est à nous de la faire découvrir. C'est pas les autres qui vont écrire notre histoire. Quand ils vont écrire notre histoire, ils vont l'écrire à leur manière, bien entendu. Tout à l'heure, je parlais comment on appelle ça, du code de l'indigénat, qu'on a appliqué aux Algériens, qu'on a appliqué également aux Camerounais, n'est-ce pas? D'ailleurs, il va y avoir un échange dans ce sens-là, et c'est pour ça que nous avons élaboré tout un programme de coopération dans ce domaine.
Le docteur Kingué, il a parlé de Gaston Donat, effectivement, qui était un syndicaliste, un communiste qui a enseigné ici et qui a enseigné également en Algérie. Donc il a connu les deux expériences algériennes et camerounaises, qui a fait un livre vraiment extraordinaire et qui rapporte un petit peu tout cela. Donc je le remercie de l'avoir cité. Pour revenir un petit peu à cette histoire coloniale commune, il y avait effectivement des rencontres entre les responsables de l'UPC et du FLN. J'ai parlé tout à l'heure du professeur Daniel Abois, qui est parti en Algérie. Il a découvert 2 documents dans les archives. Pendant Alors il y avait un accusé-réception d'un lot d'armes qui a été donné par le FLN aux responsables de l'UPC de l'époque. Il y avait également un autre récépissé, un reçu on a fait don, le FLN, Aylen a fait don à l'époque d'une somme de 200 000 francs français. 200 000 francs français, c'était énorme pour l'époque, y compris pour un mouvement de libération. Donc toute cette histoire coloniale commune, il faut impérativement qu'on la fasse connaître. Et puis il y a autre chose également que je dois dire ici. En 1945, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc la victoire sur le fascisme, le nazisme, en mai 1945. Les survivants algériens qui sont rentrés dans leur pays, en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a massacré plus de 45 000 Algériens. Pourquoi? Parce que le deal qui a été, enfin je ne sais pas si je peux appeler ça un deal, qui a été pas signé, mais qui a été bon, ça s'est fait un petit peu comme ça oralement. Voilà, vous nous aidez à nous débarrasser de l'Allemagne nazie, à libérer donc notre pays, libérer la France, et on va vous donner votre indépendance. Les Algériens sont sortis avec le drapeau, n'est-ce pas, pour réclamer cette indépendance, etc. Le résultat, c'était 47 000 morts. Tout l'Est algérien. Tout l'Est algérien, et parmi les survivants qui sont revenus donc d'Europe, qui ont regagné leur ville et leur village, ils ont trouvé leur famille massacrée. Alors, en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé pour le Cameroun? Des Camerounais survivants de la Deuxième Guerre mondiale qui sont rentrés par le port de Douala, sont arrivés à Douala, on leur a enlevé leur tenue, certains leurs médailles, etc. Et on les a renvoyés, certains en caleçon, dans leur village pour leur dire la récréation est terminée. Cette histoire, il faut en parler. Moi-même, j'ai reçu le commandant Kissamba à plusieurs reprises, Nicanor qui était également en Algérie, n'est-ce pas? Je les ai reçus, je les ai même invités en Algérie. Bon, malheureusement, leur état de santé ne permet pas un tel déplacement, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a été dit donc avant moi par le docteur Mankené et monsieur le ministre, c'est que il a parlé de Bembella tout à l'heure. Moi, ça me donne l'occasion de parler de Félix Moumier, la veuve de Félix Moumier, Marthe Moumier, qui a écrit un livre qui raconte un petit peu comment son mari a été assassiné. Elle a bénéficié d'une pension de l'État algérien qui lui a été donnée par le président Bembella jusqu'en 1965, jusqu'au départ de Bembella, jusqu'au départ de Bembella. Donc il y a toute cette histoire coloniale commune qu'il faudrait impérativement déterrer pour connaître notre histoire. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a toujours été, comme ça a été dit par M. le ministre à l'instant, a été toujours la Mecque des révolutionnaires. Nous avons soutenu tous les peuples épris de paix et de justice. Ce n'est pas facile, c'est très compliqué, c'est très difficile de s'en tenir, quand vous avez une conviction, de s'en tenir à cette conviction. Donc nous essayons de le faire, n'est-ce pas, parce que de toutes les façons, comme on l'a toujours dit, l'avenir de l'Algérie se trouve en Afrique, sur notre continent, il ne se trouve pas ailleurs. Alors, Fabrice Némé, peut-être à côté de tout ce qui a été dit sur cet aspect-là, quels sont les leviers sur lesquels vous voyez quand même reposer ou se reposer la relation qui lie le Cameroun à l'Algérie? Il y a d'abord le facteur historique. Vous savez, on ne peut pas dissocier l'histoire de la politique étrangère des États. Il y a toujours une étroite relation. Et le fait que nous pouvons observer est que
l'État algérien et l'État camerounais sont presque les deux États en Afrique qui ont pratiquement la même histoire en ce qui concerne le processus de décolonisation en Afrique, notamment en ce qui concerne les guerres d'indépendance. D'une part et d'autre, on a observé que les deux États actuellement ont été des anciennes colonies françaises et ont presque eu le même processus d'acquisition de ces colonies-là. On a d'abord eu le territoire algérien qui était administré par l'Empire ottoman et que la France soit venue après au début des années 1880. Et la même chose également avec le Cameroun, qui a d'abord été une colonie allemande après que la France et l'Angleterre ont dû récupérer ce territoire-là en pleine Première Guerre mondiale. On observe donc avec ce facteur historique ces deux États qui ont la particularité de voir l'Afrique comme un continent qui devrait être développer et se développer à partir de ses ressources internes. Raison pour laquelle on a donc observé qu'avant même les indépendances, il y a eu des révolutions, notamment en Algérie, avec des leaders révolutionnaires tels que Ferhat Abbas, Mohamed Mezali et bien évidemment Ahmed Ben Bella, qui ont lutté pour la cession d'indépendance en Algérie. Et également avec le côté camerounais, on a observé des leaders charismatiques et révolutionnaires tels que Félix Moumié ou Robert Ounobé qui se sont battus pour la cession d'indépendance du Cameroun. Avec ces deux facteurs-là, on observe particulièrement que ces deux révolutions sont similaires. En Algérie, par exemple, le mot d'ordre était « l'islam est ma langue, l'islam est ma religion, l'arabe est ma langue et l'Algérie est ma patrie ». Alors que pour le contexte camerounais, les révolutionnaires UPC disaient tout simplement que réunification du Cameroun et accession à l'indépendance immédiate. Donc on observe que ces deux facteurs similaires historiques qui font en sorte que les deux États, après la cession à l'indépendance, ont concrétisé de manière officielle les relations diplomatiques à travers l'ouverture des représentations diplomatiques, que ce soit en Algérie et qu'au Cameroun. C'est la raison pour laquelle on a observé qu'en 1964, lorsque les deux relations sont concrétisées, le président Ahidjo envoie son Excellence Simon Onko Etungu comme premier ambassadeur du Cameroun à Alger, même s'il n'a que eu à passer une année, puisque en 1965, il est venu occuper le poste du ministère des Relations extérieures au Cameroun. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire pour l'instant pour ces relations entre les deux États. Très bien. Et depuis dans ces représentations diplomatiques, Monsieur le ministre, comment est-ce que ces relations ont été orientées? Ces relations ont eu pour gyrophare la densification de la coopération entre les deux pays. Ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel ici, et c'est original, il faut le dire, c'est que au-delà de la coopération, si vous voulez, formelle, il s'est développé une coopération consulaire assez originale par rapport aux autres pays de la zone, entre le Cameroun et l'Algérie. Ce qui fait que quand on regarde la densification de la coopération culturelle, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur va en parler tout à l'heure, voilà l'un des aspects les plus originaux de la densification de cette coopération, qui d'ailleurs va englober les aspects de la formation pour les forces de maintien, les forces de défense et de sécurité. Je ne veux pas entrer, son Excellence va nous donner les détails tout à l'heure. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a comme un besoin et peut-être un regret, parce que là je me mets un peu en retrait. Je crois que cette coopération n'a pas encore atteint la plénitude des potentialités qui lui sont propres. Quelle en est la raison? Je crois qu'il y a des offres, peut-être qui ne sont pas totalement capitalisées. Il faudrait aujourd'hui revoir le cadre de cette coopération, ajuster les besoins, densifier pour que cette coopération véritablement tienne la promesse des fleurs. Alors, Excellence, qu'est-ce qui est fait en termes d'état des lieux, les aspects sur lesquels on ressent l'Algérie chez nous?
savez, je vais un petit peu peut-être compléter ce qui vient d'être dit avant moi. Quand je suis arrivé ici, je me suis aperçu que la coopération entre l'Algérie et le Cameroun s'appuie beaucoup plus sur la formation. Sur l'éducation. Parce que sans formation, absolument, sans formation, sans éducation, vous ne pouvez pas aller loin, n'est-ce pas? Un pays qui veut véritablement se développer, il faudrait consacrer un grand budget à l'éducation, à la formation. C'est ce que nous faisons en Algérie. En Algérie, nous avons aujourd'hui 112 universités. Il y avait 112 universités, nous avons 2 millions d'étudiants, n'est-ce pas? Et donc, nous accordons effectivement des bourses. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait entre 15 et 18, 20 bourses chaque année qui étaient octroyées à nos amis camerounais. Les besoins sont énormes ici. J'ai rencontré beaucoup de vos responsables en charge de ce secteur-là, que ce soit la formation professionnelle ou l'enseignement supérieur. Et donc, il y a des besoins qui s'expriment, etc. Donc, j'ai pu convaincre Alger d'augmenter donc ce quota de bourses. Et cette année, nous sommes arrivés à 60 bourses. 60 actuellement. Enseignement supérieur et formation professionnelle confondus. Quand je suis arrivé, j'ai dit impérativement, j'ai regardé l'arsenal juridique, il était pratiquement totalement obsolète. Je dis absolument, il faut faire quelque chose. Et le premier accord que nous avons signé avec le Cameroun, depuis mon arrivée, c'est celui portant sur la formation professionnelle. Il a été signé en octobre 2015, c'est-à-dire quelques mois après mon arrivée ici. Donc on a essayé, bien entendu, d'étoffer de cet arsenal juridique, parce que pour avoir des relations, il faut que ça doit s'appuyer sur un cadre juridique, n'est-ce pas, ne serait-ce que dans le domaine des échanges commerciaux, mais y compris les échanges culturels. Il y avait un accord culturel, mais qui date des années 70, il était totalement obsolète. C'est pour ça que j'ai pris donc le taureau par les cônes. J'ai été voir votre ministre de la Culture qui se sont succédés depuis 2015, et nous avons une feuille de route aujourd'hui qui est quand même relativement étoffée, et dont on peut parler. L'Algérie a formé jusqu'à aujourd'hui plus de 900 Camerounais. Plus de 900 Camerounais. Plus de 900 Camerounais qui sont passés par les universités algériennes. Bon, la formation depuis 3 ans touche également le domaine militaire. C'est nouveau depuis 3 ans. Nous avons à peu près la première année, c'était 50e militaires qui sont partis en formation dans nos académies, que ce soit dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, la marine, la défense aérienne du territoire, la gendarmerie, etc., etc. Ils ont été suivis l'année d'après par 25 stagiaires. Et là, pour cette année, là, nous allons passer à un chiffre beaucoup plus important, plus de 89. Donc, militaires camerounais qui vont partir en stage en Algérie. On s'est appuyé surtout sur la formation parce que c'est la base de tout, absolument tout. Et moi, j'ai envie de dire devant vous, aujourd'hui, devant votre radio, vous avez suivi tous les manifestations en Algérie, tous les vendredis, les étudiants manifestent tous les mardis. C'est parce que c'est des manifestations qui sont pacifiques, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence, ça se passe vraiment, véritablement dans le calme et la sérénité. Ça a donné beaucoup de résultats, n'est-ce pas? Parce que ça a été porté par une jeunesse éduquée. Voilà le fruit, justement, de l'éducation. Ça nous a donné, donc, des manifestations pacifiques, n'est-ce pas? Alors que dans d'autres pays, ces manifestations se terminent dans le sang. Alors, Excellence, est-ce qu'il y a une coopération politique entre le Cameroun et l'Algérie? Bien sûr, cette coopération, on n'a jamais cessé de se consulter, de se parler, que ce soit ici à Yaoundé ou à travers l'envoi de messages, ou bien dans un certain nombre de forums internationaux. Il y a eu des rencontres, que ce soit, le ministre a parlé tout à l'heure de l'Assemblée générale, les ministres se rencontrent au niveau de l'Union africaine, on se parle, et on se soutient également mutuellement, surtout quand il y a des candidatures pour certaines organisations régionales, etc. Donc il y a des soutiens mutuels. On n'a jamais, je peux vous le dire ici, officiellement, très haut,
les candidatures algériennes ont toujours été soutenues par nos amis camerounais, n'est-ce pas? Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Nous sommes en train de préparer la première visite officielle de votre ministre des Affaires étrangères en Algérie. Je dis bien la première. Mais celle-là, elle va aboutir à quoi? À un accord en matière de consultation politique. Pour véritablement avoir des consultations politiques sur tous les sujets, sur tous les domaines, n'est-ce pas? Mais il faut codifier tout cela. Nous avons un accord qui est prêt. Un accord qui est prêt. Nous allons passer également à un autre stade, c'est la suppression des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, parce qu'il est quand même, vous êtes d'accord avec moi, il est véritablement ridicule aujourd'hui de voir venir chez nous un diplomate camerounais qui a un passeport diplomatique et dessus il y a un visa. En attendant, bien entendu, la généralisation des passeports africains. Non, il y a des consultations. Nous avons un cadre juridique qui est en train de s'étoffer, n'est-ce pas? Et moi-même, je peux vous le dire ici, ce n'est pas un secret, je rencontre très souvent nos amis responsables en charge des relations extérieures de votre pays, et on échange sur tout, absolument sur tous les sujets. On échange sur tous les sujets. Ce n'est pas suffisant, et moi je vous remercie aujourd'hui pour me donner l'occasion d'en parler, parce que, vous savez, on a toujours, nous Algériens, travaillé dans le calme et la sérénité. C'est peut-être un tort. C'est peut-être un tort, il faut peut-être médiatiser, il faudrait peut-être en parler. Et je tiens encore une fois à vous remercier de me donner l'occasion de parler de ça. Alors vous avez mis un accent particulier, ou alors vous avez beaucoup relevé le volet culturel. Qu'est-ce qui est fait sur le plan culturel? Bon, sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mémoire et des archives. Je crois que la première chose qui a été abordée, c'était la question des archives. Vous avez organisé, il n'y a pas très longtemps, une conférence internationale sur la déclassification des archives. Alors, ces archives-là constituent un problème, parce que c'est notre mémoire qui se trouve ailleurs. Comment vous allez écrire? Sur quoi vous allez vous baser? Vous allez faire un film, par exemple, et je vais en arriver tout à l'heure avec le Festival international du film historique de Foumban. Sur quoi vous allez appuyer si vous n'avez pas d'archives? Donc, nous, en Algérie, nous avons une expérience en la matière. Moi-même, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de présider le groupe de travail sur la récupération de nos archives qui sont détenues en France. Il y a 17 km de rayonnage et ça représente 600 tonnes d'archives, n'est-ce pas? C'est toute notre mémoire. Je ne vous parle pas du reste, c'est-à-dire de l'ensemble de notre patrimoine. Il y a des tableaux, il y a même des crânes. Des crânes de résistants algériens qui ont été décapités à l'époque et qui ont été exposés dans un musée. Donc on essaie de les récupérer pour les enterrer dignement dans leur pays. Donc le premier travail que nous avons voulu faire, c'est celui-là, sur les archives, la déclassification. Nous avons une expérience sur la matière parce que nous avons beaucoup récupéré. Moi-même, quand j'étais ambassadeur dans les pays scandinaves, principalement en Suède, en Norvège, en Finlande et en Islande, j'ai pu récupérer beaucoup d'archives. Et il y avait par exemple avec la Suède, il y avait un accord de paix et de commerce que nous avons signé avec la Suède en 1729. Nous avons signé parce que la marine algérienne à l'époque, pour pouvoir venir rentrer par le détroit de Gibraltar, pour venir en Méditerranée pour commercer, il fallait payer une dîme. Il fallait payer une taxe, d'accord? Donc ça permettait, ce genre d'accord permettait, nous avons même signé avec les États-Unis d'Amérique à l'époque. Alors cet accord-là, il est très important, pourquoi? 1729. Parce que quand on a débarqué chez nous en 1830, on a dit l'Algérie c'est une terra nullius. Une terra nullius, nous avons signé un accord de paix et de commerce avec la Suède. Ça prouve quoi? Ça prouve que tout simplement, c'est les sujets c'est les États qui sont des sujets de droit international qui signent les traités. Et avec la France, nous avons signé 85 traités. Nous avons signé avec l'Angleterre également. Quand la reine d'Angleterre est venue en Algérie, elle a ramené une copie de cet accord. Tout ça qui prouve que l'Algérie existait. L'Algérie, elle est 4 fois millénaire, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'histoire, les archives sont très importantes pour construire votre avenir. Nous avons un accord, je vais en terminer par là pour ne pas accaparer de la parole. Nous avons une convention qui est fin prête.
que nous allons signer avec avec la Direction Générale des Archives, les femmes prêtes, avec pour ne pas la nommer Madame Esther Olembe, et nous prévoyons bien entendu la visite de notre ministre de la Culture à Alger. Les lettres de créance sont prêtes, les lettres de pouvoir sont prêtes, n'est-ce pas? Donc nous sommes en train de voir comment fixer la date pour sa visite officielle en Algérie, pour pouvoir signer ce document. Nous avons un film documentaire également qui est envisagé, n'est-ce pas, sur cette histoire coloniale commune. Et nous avons également une revue. Et moi-même, j'ai demandé à Alger à ce qu'on associe le Cameroun dans le centre régional africain de l'UNESCO qui se trouve à Alger, parce que vous avez une diversité culturelle vraiment extraordinaire. Quand je suis arrivé ici, quand j'ai découvert cette richesse culturelle que vous avez, et principalement quand j'étais assisté en Ngone à 2 reprises, je vous assure que vous avez beaucoup de choses à montrer. Alors, docteur Jean Kingé, est-ce qu'au niveau de l'assistance militaire, en dehors de la formation, on a eu Boko Haram, le cas de Boko Haram par exemple, on a aujourd'hui la guerre ou le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que là aussi, on ressent à l'Algérie son apport? Monsieur Ngué, je crois que l'histoire ici joue un rôle très important, parce que pour comprendre même déjà ces troubles qu'on vit parfois, il faut rentrer dans l'histoire, parce que l'histoire se sert du passé pour mieux comprendre le présent et prédire sous de meilleurs auspices l'avenir. Et là, il faut d'abord un peu d'honnêteté. Je voudrais dire que, comme l'a dit mon camarade avant de répondre directement à la question, monsieur à ma gauche, le Cameroun, en principe, n'a jamais été un territoire, une colonie. Le Cameroun n'a pas été une colonie. Mais la malhonnêteté de ceux qui se sont appropriés l'écriture de l'histoire de l'Afrique à un moment précis, a fait qu'ils voulaient donner à l'Afrique la vision qui était la leur. Le Cameroun a été un protectorat allemand. Sur la scène internationale, c'était reconnu. Le Cameroun a été un condominium français et anglais dans les années 1915-1916. Le Cameroun a été un territoire sous mandat de la SDN avec gestion confiée à la France au 4/5e et à la Grande-Bretagne au 1/5e. Le Cameroun a également été un territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1946 et ainsi de suite. Donc, voyez, le Cameroun a plutôt été géré comme une colonie sans en être une colonie. Et là, il faut véritablement cette honnêteté historique pour qu'on puisse réécrire nous-mêmes l'histoire de l'Afrique pour comprendre un peu cela. Par rapport à l'Algérie, donc, essayons de voir un peu le dynamisme. C'est que avant qu'on arrive même au soutien de l'Algérie par rapport aux troubles que nous vivons aujourd'hui, on a eu des relations qu'on a entretenues avec l'Algérie. Les relations militaires, pendant les périodes de quête d'indépendance, de nombreux nationalistes camerounais sont allés en Algérie dans les années 1957-58 et ainsi de suite, se former sur les plans militaires afin d'acquérir un certain nombre de connaissances pour pouvoir véritablement lutter pour leur indépendance. Il y a des camps, les camps d'Oujda où ils partaient se former en Algérie. Il y a des camps de Rabat, il y a des camps de Mankon et Al-Fassini où de nombreux Camerounais ont été accueillis et ont été formés par les félagas algériens. Donc, à ce niveau, il y avait déjà un soutien militaire qui était établi entre l'Algérie et le Cameroun. Et aujourd'hui, par la suite, l'Algérie n'est pas à l'écart. L'Algérie continue à soutenir le Cameroun parce que l'Algérie a une expérience en matière de révolution qui n'est pas toujours celle du Cameroun. Mais ici, les données sont différentes. Aujourd'hui, l'Algérie est un des territoires qui ne possède plus forcément par la violence pour accéder à ses demandes. Et le Cameroun et l'Algérie à ce niveau-là partagent véritablement cette vision qui est celle d'éviter déjà l'ingérence dans les affaires internes
des États et qui prône beaucoup plus la gestion des conflits par des voies pacifiques. Donc voilà en fait le soutien que l'Algérie apporte aujourd'hui, c'est d'essayer de soutenir le gouvernement camerounais, de collaborer avec le gouvernement camerounais afin que un dialogue soit plutôt établi entre les parties en conflit afin de pouvoir trouver une solution de sortie. Oui, Excellence, c'est cela au niveau de ces troubles-là. C'est l'apport que vous apportez? Vous savez, l'Algérie, comme ça vient d'être dit avant moi, est très connue par sa médiation. La médiation dans un certain nombre de conflits. Ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est la médiation algérienne qu'il y a eu quand il y a eu la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui nous a coûté malheureusement un ministre des Affaires étrangères avec une partie du staff de notre ministère qui était dans l'avion. Il y avait également la médiation entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui a abouti donc à la signature d'un accord de paix. Et puis il y a également aussi notre voisin, il y a le Mali. La médiation algérienne, je vous le dis aujourd'hui solennellement, elle a toujours réussi. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de ramener la paix et la sécurité dans ce pays voisin. Je vais vous dire une chose ici, c'est qu'à un certain moment, quand il y avait la rébellion avait commencé, il y avait une branche de la rébellion qui avait déclaré l'indépendance de cette région du Mali. Immédiatement, l'Algérie a réagi pour dire qu'on ne reconnaîtra jamais l'indépendance d'un autre pays qui s'appellera autrement que le Mali. D'accord? Nous avons, malheureusement, comme toujours, il y a des ingérences parce qu'il y a des agendas différents. À partir du moment où il y a des agendas différents, les choses se compliquent. Les choses se compliquent. Nous essayons de le faire avec la Libye, n'est-ce pas? Nous essayons de le faire. Notre ministre des Affaires étrangères, il s'est déplacé ces derniers jours à 2 reprises. Il a rencontré les deux parties. Il a rencontré les deux parties parce que nous, ce que nous disons, que nous, Africains, nous, Algériens, nous, Camerounais, nous, Maliens, nous, Libyens, nous sommes suffisamment intelligents pour trouver des solutions par nous-mêmes. Donc il faut impérativement un dialogue inclusif. Et ça part de notre propre conviction sur ce qui se passe en Algérie. Nous avons eu la guerre contre le terrorisme qui a duré 10 ans. On s'est retrouvés seuls. Et quand je dis seul, on était non seulement seul, mais mis sous embargo. Moi, j'étais à Alger, j'ai vécu cette période-là. Et aujourd'hui, vous avez suivi ce qui se passe au Cameroun. Comment réagir là? Absolument. Donc, ce que nous disons pour nos amis camerounais, c'est que la solution viendra des Camerounais. N'attendez pas une solution de l'extérieur. D'accord? Parce que, comme on dit, j'aime pas beaucoup cette phrase, ceux qui conseillent, c'est pas ceux qui payent. Nous sommes passés par là, nous sommes passés par la réconciliation nationale, par le vivre ensemble en paix. D'ailleurs, le vivre ensemble en paix, c'est une initiative algérienne qui a été consacrée par l'Assemblée générale de l'ONU. Le 16 mai de chaque année a été consacrée journée de la paix pour le vivre, journée internationale pour le vivre ensemble en paix. C'est une initiative algérienne, n'est-ce pas? Donc nous, ce que nous disons, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là, la réconciliation nationale. Mais avant d'arriver à la réconciliation nationale, nous sommes passés par la miséricorde, la rahma comme on dit en arabe. Après la concorde civile, c'était la réconciliation nationale à travers la voie référendaire. On a organisé un référendum, c'est tout le peuple algérien qui a voté pour la réconciliation nationale, parce que notre préoccupation première, c'est pas d'aller guerroyer, d'acheter des armes, etc. pour s'entretuer, c'est de construire notre pays. Parce que quand vous avez un citoyen, j'allais dire, qui a le ventre rempli, il ne va pas prendre une arme pour aller combattre. Alors, par rapport à cela... Donc, moi, ce que je vous dis, j'ai regardé, j'ai suivi, bien entendu, ce qui s'est passé, le grand dialogue national. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la seule voie. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre que la réconciliation nationale, le dialogue. C'est
les compatriotes au Camerounais, c'est vos compatriotes, etc., qui doivent se mettre autour d'une table, discuter pour trouver des solutions, pour éviter l'ingérence étrangère. Parce qu'à partir du moment où il y a l'ingérence étrangère, les choses automatiquement vont déraper. Vous avez parlé du grand dialogue national, il s'est tenu, vous l'avez suivi également, il y a eu quelques recommandations. Alors, qu'en pensez-vous? Le Cameroun avance quand même dans la résolution? Non, mais c'est certain. C'est certain, c'est ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas? La solution doit être camerounaise. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif, n'est-ce pas? Parce que vous n'allez pas discuter. Vous n'allez pas discuter avec un étranger qui va venir se mettre à la place de votre compatriote qui se trouve en face pour trouver une solution. Je pense que c'est la meilleure voie à suivre pour trouver une solution. Et moi, je suis convaincu que le Cameroun, qui existe depuis très longtemps, n'est-ce pas, continuera à exister. Alors, en dehors de ce grand dialogue, il y a aussi eu une phase des élections, d'ailleurs, qui devrait revenir apporter un nouveau visage par rapport à la gouvernance locale, notamment. Vous avez également vécu cela, les élections sont passées. Et le Cameroun aujourd'hui? Vous savez, nous aussi, on est passé, c'est pour ça que certains disent aujourd'hui que c'est un peu ce qui se passe en Algérie ou au Cameroun, c'est similaire. C'est similaire. Bon, il y a beaucoup de similitudes. C'est vrai, nous avons organisé des élections présidentielles. Le président de la République, il a été élu avec 58% des voix, mais avec un taux de participation de 39%. 39%, et là, un cahier de charge, j'allais dire. Aujourd'hui, le cahier de charge, c'est quoi? C'est de modifier la Constitution. C'est ce qui est en train d'être fait. Et ce qui a été fait, d'ailleurs, la Constitution, le projet va être remis au président, je crois, dimanche ou au plus tard mardi. Après, par la suite, il va être soumis à tous les partis politiques, les associations civiles, etc. Et puis au Parlement. Et puis c'est la voie référendaire qui a été choisie pour véritablement codifier cette Constitution. Nous avons tenu, quand on a organisé ces élections, qui ne sont pas arrivées, qui n'ont pas été organisées d'une manière facile, puisqu'on avait programmé les élections pour le 4 avril, ça a été reporté pour le 4 de juillet, et finalement, elles se sont tenues le 12 juillet. Il fallait rester collé à la Constitution. Il ne fallait pas sortir du cadre constitutionnel. Parce que l'inconvénient majeur, c'est que vous risquez, si vous sortez de la Constitution, d'ouvrir la boîte à Pandore. Comment vous allez faire par la suite? Adopter une période de transition, etc., etc. Cette période de transition aurait pu ramener beaucoup de choses qu'on ne pourra plus dominer par la suite. Donc c'est la voie qui a été suivie, et c'est le calendrier électoral ici au Cameroun a été respecté. En 2018, on a eu les élections présidentielles et sénatoriales. Bon, on a été obligé de différer parce que c'était une année quand même très chargée. Et il est extrêmement difficile, que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour un autre pays, d'organiser autant d'élections sur une seule année. C'est très compliqué, les élections, pas quoi, c'est quelque chose de facile. On a différé ça pour le 9 février, et ça s'est passé jusqu'à preuve du contraire, d'une manière... on est toujours dans le processus, en tout cas. Absolument. Alors, monsieur le ministre, revenons un peu sur le plan économique. Est-ce que vous voyez quand même une relation entre les deux pays au niveau des échanges commerciaux? La structuration de ces échanges incite naturellement à une densification de la coopération économique entre l'Algérie et le Cameroun. Avant d'y arriver, je voudrais évoquer deux autres idées en complément à ce que son Excellence avait déjà dit. D'abord sur le plan culturel. L'Algérie, je crois, c'est l'un des rares pays à avoir organisé et abrité plusieurs festivals, et auxquels pratiquement tous les pays, toute l'Afrique a été invitée. Et de ces festivals sont sortis pas mal de choses en termes de constitution du patrimoine culturel africain. Et je dois d'ailleurs dire que la charte culturelle de l'Afrique, qui est élaborée, qui est signée en 1976, qu'on appelle la charte de Khartoum, trouve ses origines à travers la diplomatie algérienne. Et il aura fallu attendre plus de 20 ans plus tard pour qu'en 2005, il y ait la charte de Nairobi. Et là, on retrouve en périphérie de manière diagonale l'empreinte de la diplomatie culturelle algérienne. Et je vais dire une autre chose qui nous tient à cœur
et qui est méritoire pour le compte de la diplomatie algérienne. Son Excellence a parlé tout à l'heure à plusieurs reprises de la médiation. Mais je crois que le grand Algérien Lakhdar Brahimi est de ceux qui ont sauvé le monde à un moment donné d'une troisième guerre certaine, sous la présidence du président Barack Obama. Il est nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie. C'est lui maintenant, pendant que l'aile militariste américaine faisait déjà pression pour qu'on arrive peut-être à une troisième guerre au Moyen-Orient, c'est lui qui va dire non, il faut plutôt mandater une mission qui va établir qu'il n'y a pas eu utilisation d'armes biologiques, enfin des armes bactériologiques et chimiques. Et au terme de cette mission, on va se rendre compte que les motifs invoqués pour mettre à genoux le président syrien n'était pas, comme dans le cas du président Saddam Hussein, n'était pas fondé. Et c'est comme ça que le président Barack Obama, comprenant qu'il vient d'être sauvé grâce à la retenue algérienne, va sauver le monde d'une catastrophe certaine. Je crois d'ailleurs que lui-même, quand il va se rendre compte qu'il n'a pas été suffisamment récompensé pour ce qu'il a fait, il va préférer jeter l'encre plutôt que d'être caution à une situation qui aboutissait à une impasse. Et il va revenir maintenant offrir son expertise, son savoir-faire à la cause africaine, où il s'est distingué par la qualité des idées au service de l'Union africaine. Donc je crois que là, c'est extrêmement important. Pour revenir maintenant substantiellement à votre question sur les aspects économiques, aujourd'hui, l'avantage, la chance veut que les économies algériennes et camerounaises soient complémentaires, qu'elles ne soient pas concurrentielles. Ce qui veut donc dire que si le cadre juridique est bien élaboré, on va donner un contenu qui va réduire la détérioration des termes de l'échange, qui va réduire les déficits mutuels des balances commerciales et favoriser les balances d'investissement, les investissements de portefeuille, les investissements privés directs entre les deux pays. Et je crois que cela va donner un avantage comparatif certain comparé à la structuration des relations qui vont au-delà de la Méditerranée entre le Cameroun, l'Algérie et d'autres pays. Moi, je crois, je vais terminer par là, excusez-moi. Si je peux aujourd'hui émettre un vœu, je verrais très bien l'Algérie se jeter à l'eau une fois en créant une académie algérienne des études africaines. C'est extrêmement important. Les archives, il a évoqué les archives, il a évoqué les connaissances historiques. Chacun des membres du panel ici en a parlé. Nous parlons maintenant de diplomatie. Mais pourquoi ne pas centrer tout ça dans une académie unique, mais qui serait pluridisciplinaire? Nous n'en avons pas, hein? Nous n'en avons pas. Et ça fait que, en général, ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie des clubs, quand on se déploie à l'ONU, peut-être l'Algérie de façon transversale au niveau de l'Union africaine et au niveau de la Ligue arabe n'arrive pas à bien coordonner leurs idées, leurs positions, même si sur le plan bilatéral c'est solide. Je crois que s'il y avait de tels centres de recherche et d'études, les synergies, les dynamiques seraient, à mon avis, beaucoup plus substantielles et efficaces. Alors, excellent, je reviens à vous. Au niveau économique, quels sont les liens que vous avez avec le Cameroun? Vous savez, effectivement, comme ça vient d'être dit par M. le ministre avant moi, sur le plan économique, je pense que nos aspirations ne sont pas véritablement à la hauteur de ce qu'on attend. D'un pays comme l'Algérie ou d'un pays comme le Cameroun, qui est le pays pivot dans la région CEMAC, vous représentez quand même, si mes chiffres sont bons, 33% du PIB de la région, et avec une population sur 48 millions, je crois que les Camerounais sont 26 millions, n'est-ce pas? Nous avons un objectif avec le Cameroun. Nous avons mis en place depuis un certain temps donc, ce qu'on appelle la Maison de l'Afrique, n'est-ce pas, pour essayer d'asseoir une coopération économique en partant du Cameroun pour aller nous répandre dans toute l'Afrique centrale. Le président de la République récemment vient de prendre une décision à Addis Abeba, dans le cadre du sommet de l'Union africaine, c'est de relancer donc cette agence de coopération africaine et de développement qui existait. Moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler dans les années 80 dans cette
dans cette agence de coopération. On m'avait même demandé à l'époque d'élaborer même son statut. Pour vous dire, j'étais à la direction des affaires juridiques, au ministère des Affaires étrangères. Donc sur le plan économique, effectivement, c'est un peu maigre, n'est-ce pas? Donc le volume des échanges, si on comptabilise les importations et les exportations, ne dépasse pas les 12 millions d'euros ou de dollars. Et quand on voit les potentialités énormes de l'Algérie et du Cameroun, je pense qu'il faut impérativement qu'on fasse quelque chose. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites, puisque nous avons décidé d'ouvrir un comptoir commercial à Douala, n'est-ce pas? Bon, en attendant l'ouverture, nous avons ouvert un comptoir commercial à Abidjan et à Dakar. Je peux vous assurer qu'avec nos amis ivoiriens et sénégalais, ça marche de mieux en mieux. Il y a quelques exportations vers le Cameroun de ciment, par exemple, récemment. Il y a eu 2 cargaisons de ciment qui ont été exportés ici, parce que bon, les capacités de production et d'exportation d'Algérie ont véritablement explosé, puisqu'aujourd'hui nous produisons presque 40 millions de tonnes de ciment. Les besoins de l'Algérie tournent autour de 26 millions, et donc tout le reste est destiné à l'exportation, et le Cameroun a été destinataire. Donc il y a ce comptoir commercial. Moi-même, en attendant l'ouverture de ce comptoir commercial physique à Douala, on a mis en place un comptoir commercial virtuel. Et là, je peux vous dire que nous avons recensé plus de 500 entreprises camerounaises. D'ailleurs, leurs responsables, je les ai reçus collectivement ou individuellement, chacun en fonction de sa broche. Nous avons également 3 conventions d'entraide judiciaire, civile, pénale, commerciale, etc., pour protéger l'acte de commerce, parce que forcément, quand il y a du commerce, il y a des contentieux. Donc il faut codifier cela pour permettre à l'importateur de les protéger. C'est un texte qui est prêt. On attend uniquement sa signature. Nous avons également en matière de transport, nous avons un accord en matière de transport et de météorologie. Dans le domaine de la météorologie, l'Algérie a une certaine expertise, même dans le domaine des transports, parce que vous savez, en Algérie aujourd'hui, nous avons consacré des milliards et des milliards pour les tramways. Nous avons 9 tramways dans 9 villes algériennes sur les 14 qui sont programmés. À Alger, vous avez le tramway, dans les grandes villes, Oran, Constantine, etc. Vous avez des tramways aujourd'hui qui fonctionnent bien entendu à l'électricité. Nous avons le métro à Alger qui ne cesse de s'étendre, n'est-ce pas? Nous avons des téléphériques également, parce que vous savez, la ville d'Alger, c'est des collines comme ici à Yaoundé. Donc vous avez 6 téléphériques qui vous mènent du bas en haut ou de haut en bas. N'est-ce pas? Nous avons donc un accord en matière de transport. Il y a eu votre ministre des Transports qui est parti en Algérie. Et donc cet accord, il est prêt. Nous sommes en train d'attendre la fixation d'une date pour le signer. Nous avons également l'intention d'ouvrir des showrooms ici, que ce soit à Yaoundé ou à Douala pour exposer nos produits. Moi-même, j'ai organisé plusieurs fois d'exposition de produits algériens qui a eu, je peux vous assurer, un succès phénoménal. Nous avons exposé beaucoup de choses. Nous avons une convention également qui est finalisée pour la même chose. Nous attendons la date de sa signature entre votre chambre de commerce et notre chambre de commerce. Donc vous avez tout un arsenal. Je ne parle pas du domaine militaire que j'ai évoqué. L'accord, il est prêt. L'accord, il est prêt, etc. Donc dans le domaine économique, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Nous allons organiser une foire d'exposition de produits algériens. Il y aura une centaine d'entreprises qui vont venir. Nous avons organisé ça à Yaoundé, à Douala, à Libreville, au Gabon, et nous avons l'intention de le faire ici. Et ce que je laisse pour la dernière chose que je vais vous dire, c'est que Air Algérie va ouvrir, si tout est bien réglé, elle va ouvrir sa première ligne sur Douala à partir du 1er avril 2020. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Royal FM est en tout cas honoré d'avoir la primeur de cette information. Justement, j'allais y revenir. Mais vous avez aussi une expérience dans le domaine agricole. On peut en profiter?
Dans le domaine agricole, moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller dans une télévision spécialisée, Agri TV, je crois, pour parler de machinisme agricole. Parce que bon, en Algérie, effectivement, vous savez, il ne peut pas y avoir d'agriculture s'il n'y a pas de l'eau. Nous avons, dans le domaine de l'eau, nous avons investi plus de 23 milliards de dollars, ce qui nous a permis de construire plus de 90 barrages. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons une capacité d'emmagasinage de 9 milliards de mètres cubes d'eau. Est-ce qu'on peut en bénéficier? Bien entendu. Cette expérience-là. Bien entendu. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de la formation, justement, des bourses données. Vous avez des hydrauliciens. Ouais. Vous avez des hydrauliciens. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai trouvé 12, 14, 15 bourses. Et là, aujourd'hui, nous attendons les besoins exprimés par la partie camerounaise. Parce que vous allez donner une bourse à quelqu'un et ça ne l'intéresse pas. Nous, on part des besoins exprimés. Alors, dans le domaine agricole, nous avons le machinisme agricole qui fonctionne très bien. L'Algérie fabrique ses propres moissonneuses-batteuses, par exemple. Je ne parle pas des tracteurs, etc., que nous avons vendus à votre voisin, le Nigeria, il n'y a pas très, très longtemps. Tous les instruments aratoires, etc., on les fabrique chez nous. Ils sont exportés actuellement dans beaucoup de pays à travers le monde. Et nous sommes en train véritablement d'y travailler, de parler de l'agriculture, de l'eau, de l'énergie aussi, parce que sans énergie, on ne peut pas faire beaucoup de choses et on peut pas avancer. Si vous parlez de l'agriculture, il faut parler également des routes, parce que quand vous avez une production, vous n'avez pas la route pour évacuer votre production, vous allez l'avoir sur les bras. Donc c'est toute une stratégie qui est en train d'être pensée pour être réalisée. Moi je suis plus qu'optimiste, n'est-ce pas? Plus qu'optimiste, parce que bon, les choses sont en train de se faire petit à petit. Malheureusement, vous, en 2018, vous étiez occupé un petit peu par vos problèmes internes. Nous, en 2018-2019, on était occupés par nos problèmes internes également. Ce qui fait que ça il y a eu un ralentissement. Un petit ralentissement, les choses ont été un petit peu différées. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les affaires reprennent. Très bien. Mais en dehors même de l'agriculture, avant de souffler, il y a aussi, si vous voulez, la médecine. Oui. Alors, dans le domaine de ça reste aussi juste absolument. Un apport... Non, pas du tout. Dans le domaine de la médecine, vous savez, en Algérie, on arrive à produire jusqu'à 67% de nos besoins en médicaments. Il y a eu plusieurs laboratoires algériens qui sont venus ici, qui ont présenté un petit peu leurs produits. Et le premier produit dont je vais parler, c'est surtout celui de l'hépatite. De l'hépatite. Nous produisons donc le médicament contre l'hépatite et je défie quiconque de nous présenter ce produit-là, ce médicament qui est moins cher que celui qui est produit en Algérie. Nous l'avons proposé ici. Bon, il faudrait passer par tout un processus, etc., pour arriver à l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché. Nous avons un autre projet également avec un éminent professeur en médecine ici, qui est un chirurgien, pour la construction d'un hôpital anticancéreux. Le cahier de charge est en train d'être élaboré. Bon, ça prend du temps, bien entendu. Nous avons pas mal de patients aujourd'hui camerounais qui partent se soigner en Algérie, dans un certain nombre d'hôpitaux qui ont par exemple des PET scans. Nous avons beaucoup de médecins camerounais qui partent pour assister à des séminaires. Nous avons un autre projet pour la construction d'un hôpital carrément avec nos amis, par exemple, de la DGSN. Très bien. Autant de projets, on va souffler. Cette chanson, je la dédie aux Camerounais qui sont tombés sous les balles. Que l'âme de ces Camerounais repose en paix. Fogo chabaki hiwae eba kamele fogo chabaki hiwae nyungama wasonkyama wala chabaki hiwae nyungama wasonkyama wala chabaki hiwae fogo eba kamele fogo chabaki hiwae eba kamele fogo chabaki hiwae nyungama wasonkyama wala chabaki hiwae
88.4 Royal FM, mesdames, messieurs, c'est regard sur la diplomatie. Alors, monsieur le ministre, ça c'est l'Algérie, c'est vrai, on a remarqué, beaucoup de choses sont en perspective, il y a des projets. Et le Cameroun en lui-même offre quoi à l'Algérie, si je vous pose cette question? Pourquoi l'Algérie? L'Algérie est un voisin, l'Algérie est une amie. L'Algérie, comme je pourrais peut-être l'ajouter, c'est un membre de la famille. Et en famille, on peut se comprendre plus facilement et beaucoup mieux. Ce qui veut dire que nous avons en partage un patrimoine culturel commun, un patrimoine historique, qui peut favoriser beaucoup de choses. Vous voyez, la coopération bilatérale entre États a ceci d'inconvénient que parfois il y a beaucoup de formalisme institutionnel, formalisme juridique, et ça peut freiner. Or, vous voyez, dans tout ce que a dit son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, il est clair que la dimension historique, la dimension, disons, panafricaniste, a beaucoup joué et peut beaucoup jouer pour stimuler davantage cette coopération. Bon, ce que je remarque ici, excusez-moi, j'ai relevé que le cahier de charges dans beaucoup de domaines est prêt du côté de la partie amie algérienne. Maintenant, il faut trouver un pendant de notre côté pour qu'il y ait une plateforme de formalisation de ces volontés complémentaires et mutuellement bénéfiques. Très bien. Alors, Excellence, est-ce qu'il y a déjà, quand même, côté camerounais, des aspects du genre qu'évoquait M. le ministre tout à l'heure? Oui, c'est certain. Bon, vous savez, nous, on ne se parle pas à soi-même, on se parle avec nos amis camerounais. Donc, je vous ai dit tout d'abord qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et puis, quand on pense à Cameroun, on pense également, comme vient de le dire M. le ministre, on pense Afrique. On pense Afrique, et pour vous donner un exemple concret, l'Algérie est en train de construire l'un des plus grands ports en Méditerranée. Pour ne pas dire le plus grand. D'accord, qui est distant de 100 km à l'ouest d'Alger. Parce que le port d'Alger, il est encombré. Donc nous sommes en train de construire un nouveau port qui va devenir un véritable hub. Alors les marchandises vont arriver dans ce port-là. Nous avons construit ce qu'on appelle une route transsaharienne qui traverse tout le désert, tout le Sahara algérien. Nous sommes en train de financer la partie qui va aller jusqu'à Niamey. Si vous êtes à Niamey, on va continuer sur N'Djamena. Et si vous êtes à N'Djamena, vous êtes au Cameroun. Vous êtes au Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi. Alors ce port-là va remplir, donc va avoir pour objectif justement de permettre aux États africains enclavés de pouvoir véritablement avoir des marchandises en un temps record. Parce que le transport, avec la lenteur, etc., ça grève un peu plus fluidifié. Absolument. Donc nous avons d'ailleurs signé, c'est pas un scoop que je vais livrer ici, un accord en matière de transport avec nos amis tchadiens. Nous avons cette transsaharienne justement qui va relier l'Algérie. Côté algérien, c'est fini. Depuis très longtemps, c'était une véritable autoroute, n'est-ce pas? Et il y a une branche qui va aller vers le Mali. Donc si vous êtes au Mali, à Bamako, il y a le Burkina, etc. Et vous pouvez aller encore plus au sud. Du côté du Niger, c'est pour arriver jusqu'au Tchad. Et si vous êtes au Tchad, vous êtes au Mali. Même vos propres marchandises, par exemple camerounaises, peuvent, au lieu de faire tout le tour, le bateau, il pourra arriver au port d'Alger, et puis vous arrivez par le Tchad, etc., et puis arriver ici au Cameroun. Nous avons également la fibre optique. Il y a la route, mais également la fibre optique, parce que la communication est très importante. Nous sommes en train, tout le long de cette route, d'installer également la fibre optique. Et puis nous avons un autre projet, j'allais dire, structurant, qui est le gazoduc Nigeria-Algérie. Vous savez, en Algérie, il y a plein de tubes de gaz, de gazoducs, etc., dans notre Sahara, et puis on livre le gaz par gazoduc vers l'Espagne, vers l'Italie, en passant soit par le Maroc, soit directement vers l'Espagne, soit directement vers l'Italie. Donc ce gazoduc, il va évacuer du gaz. L'important, c'est que ces populations traversées vont avoir du gaz, au lieu d'aller déboiser. Moi j'étais, vous savez, dans les années 80, j'étais diplomate, simple diplomate à Niamey, au Niger. J'ai commencé d'ailleurs ma carrière là-bas, c'était le premier pays
où j'avais été affecté, les gens déboisent. Les gens déboisent parce qu'ils utilisent le bois de chauffe, etc. Donc, nous, on s'inscrit dans véritablement une perspective panafricaine. Nous avons un autre projet qui est dû, qu'on doit à un privé algérien qui veut construire une ligne de chemin de fer qui va d'Alger jusqu'au Cap. C'est pour vous dire, et traverser tous ces pays-là, parce que impérativement, on doit faire cela, on est condamné à faire cela. Moi-même, pour aller sur Alger, je vous ai parlé de l'ouverture de la ligne, je suis obligé d'aller transiter par un pays tiers. Je survole le territoire algérien pendant 3 heures pour revenir sur mes pas. Ce n'est pas normal. Ouais. Ce n'est pas normal, alors il faudrait penser véritablement à tout ça. Il faut avoir une perspective qui soit quand même assez complète et assez ouverte. Alors, Excellence, quelles sont les entraves liées à la coopération entre le Cameroun et l'Algérie? Vous savez, les entraves, je ne peux pas dire qu'il y a des entraves. S'il y a entraves, c'est surtout de... Ces procédures-là, en constituent, toutes ces procédures, etc. Parce que si vous prenez un accord, vous élaborez un accord cadre de coopération dans le domaine des transports, par exemple. Bon, il y a des visites qui se font, donc il faut fixer la visite, ça prend du temps, il faut élaborer le texte. Le texte, quand il est élaboré, vous devez l'envoyer à la direction des affaires juridiques, qui doit l'examiner, apporter éventuellement des observations. Est-ce qu'elle est contraire ou pas contraire à l'ordre constitutionnel de votre pays, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps. Et il y a certains pays qui, pour tout accord, doit être ratifié. Et c'est la ratification, ça passe par le Parlement. Est-ce que le Parlement est en session, il n'est pas en session, etc. Donc tout ça, pour signer un simple accord, des fois ça prend 2 ans, ça prend 3 ans. Et c'est du temps perdu pour nos pays respectifs qui n'ont pas le droit de perdre du temps pour ce genre de procédure. Alors, Fabrice Némi, au regard de tout ça, est-ce qu'on peut quand même dire que la coopération Cameroun-Algérie est fructueuse? Oui, cette coopération devrait être fructueuse, mais au vu des... Est en voie peut-être. Est en voie d'être fructueuse. Et au vu des petites lenteurs temporelles que venait d'évoquer son Excellence, on se rend compte que tout ne se passe pas toujours tel que l'auraient souhaité les deux parties. Mais ce que nous pouvons également dire que les deux parties s'attelleraient à relancer la commission mixte qui avait été créée en septembre 71. Oui. Et on observe que jusque-là, ce n'est que 4 sessions qui avaient été organisée. La dernière en date, c'est en 1986. Et vous savez bien que les coopérations et les commissions mixtes, autant pour nous, sont les leviers par lesquels les deux États s'attellent à activer leur relation bilatérale. Donc c'est un levier par lequel le Cameroun et l'Algérie gagneraient à relancer cette commission mixte afin que les différents pans de cette coopération fructueuse devraient être jour en jour dans le continent africain. Très bien. Oui, Excellence, plus facilement. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, que je n'ai pas dit, sur la grande commission économique mixte. Effectivement, c'est très juste ce que vous venez de dire. Cette commission ne s'est pas réunie depuis 1986. Ce n'est pas normal. Donc là, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera relancée, une date sera fixée à l'occasion de la visite officielle qu'effectuera le ministre des Relations extérieures. Monsieur le ministre des Relations extérieures. On va fixer une date. On va fixer une date justement pour que cette grande commission économique mixte sera lancée. Vous savez, il faudrait également voir un petit peu ce qui s'est passé auparavant. Vous savez, ces grandes commissions économiques mixtes sont très bureaucratiques. Enfin, il y a plusieurs personnes qui partent comme ça, etc. Cela a imposé certainement des réformes. Donc il y a eu des réformes, etc. Nous avons décidé de fixer la date de la grande commission économique mixte à l'occasion de la visite de votre ministre des Relations extérieures, mais également d'inaugurer votre ambassade, nouvelle ambassade et nouvelle résidence à Alger. Ça prouve que la relation algéro-camerounaise, s'inscrit dans la durée. Oui. Si vous construisez votre propre ambassade dans un pays et votre propre résidence, ça veut dire que vous êtes là ad vitam aeternam.
Très bien, Excellence. Alors, docteur Jean Bankingé, quel regard vous avez de l'Algérie sur la scène africaine? Quel regard j'ai de l'Algérie sur la scène africaine? L'Algérie s'est véritablement illustrée depuis l'histoire jusqu'à nos jours. Et sur la scène africaine, avec l'OUA et l'Union africaine, l'Algérie a toujours eu à véritablement apporter sa contribution afin qu'un certain nombre de principes sur la scène internationale ou sur la scène africaine soient véritablement respectés. L'Algérie est toujours intervenue pour que des principes comme ceux du respect de la souveraineté des États soient véritablement une initiative sur laquelle l'OUA et même l'Union africaine puissent se pencher. Parce que l'Algérie, au même titre que le Cameroun, n'a pas souvent apprécié le fait que certains États n'arrivent pas à respecter la souveraineté véritable des États avec lesquels ils entretiennent des relations. Et c'est un aspect que le Cameroun et même l'Algérie ont souvent décrié. Et également, toujours sur la scène africaine, l'Algérie, sur la scène africaine, au même titre que le Cameroun, se sont souvent illustrés aussi en sensibilisant les États pour que, sur le plan économique, pour atteindre des résultats véritablement escomptés, qu'on puisse d'abord instaurer un climat de paix et de sécurité véritable entre les États. Et comment en arriver là? L'Algérie a prôné une mesure de 2009 qui avait été prise par l'Union africaine en demandant aux États qui finançaient le terrorisme de se désengager de ces méthodes-là. Parce qu'il y a des États qui finançaient le terrorisme en sourdine sans que les véritables États soient véritablement au courant. Et ce n'est qu'en évitant donc de financer les mouvements terroristes qu'on pourrait instaurer un climat de paix, et cela pourrait permettre ainsi à l'Algérie, au Cameroun et même à l'Afrique tout entière d'instaurer une certaine solidarité et de pouvoir véritablement sortir de cette léthargie dans laquelle on vit de temps en temps. Très bien. Excellence, Merzak Bedjaoui, quel état des lieux vous faites de l'Algérie aujourd'hui, depuis quand même ces mouvements qui ont vu la chute de l'ex-président Bouteflika Abdelaziz? Vous savez, oui, on a vécu une période un petit peu particulière. Vous savez, même pour nous, c'est nouveau, n'est-ce pas, qu'il y ait des manifestations pacifiques, etc., qui aboutissent à un tel résultat. Ce qui a été demandé par le peuple algérien, je le dis, parce qu'il n'y a pas eu 100 000 ou 200 000 ou 300 000, il y a eu des millions qui sont sortis dans les rues d'Alger et des autres villes, dans les petits villages, etc., pour dire l'ancien président, il n'y aura pas de 5e mandat. Ça a été obtenu. On a demandé également le départ du Premier ministre, du président du Conseil constitutionnel. Tout le système, en fait. Etc. Enfin, tout le système, non, parce que bon, vous pouvez pas... alors, vous allez travailler avec qui après? Vous allez travailler avec qui? Ça se passe pas comme ça. Donc, ça aboutit à le résultat que vous connaissez aujourd'hui. Et le président Tebboune, aujourd'hui, dit lui-même, différentes occasions, que c'est grâce au Hirak, c'est-à-dire ces mouvements de manifestants, qu'il est aujourd'hui président de la République. Il a un cahier de charge, énorme. Et il s'est attelé, dès son arrivée, tout d'abord, à modifier la Constitution. La Constitution, le projet de Constitution, il est fin prêt. Il y aura également la loi électorale qui sera complètement modifiée. Et on va passer aux législatives. Je vous parle de cette année, les nouvelles législatives. Donc on aura un nouveau Parlement et même un nouveau Sénat, parce que nous avons les deux chambres en Algérie. Donc ça va être une année, l'année 2020, ça va être une année extrêmement chargée. On a un gouvernement de technocrates. On s'est retrouvé, nous avons un ministre qui a 26 ans, qui s'occupe des start-up. Parce que pour construire une économie solide, il faut partir des petites et moyennes entreprises, etc. Et nous sommes en train de mettre en place une banque
pour financer ça. C'est une banque qui existe déjà, mais ce n'était pas véritablement une banque. Mais est-ce que le calme est revenu, Excellence? Oui, il n'y a jamais eu... Puisqu'il y avait encore jamais mobilisation mardi. Il y a tous les mardis, tous les vendredis, etc. Il y a des manifestations, mais l'Algérie n'a jamais perdu le calme et la sérénité au cours de cette année 2019. Les gens manifestent, ils manifestent pacifiquement, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, n'est-ce pas? Contrairement à tous ceux qui ont voulu véritablement saboter cela, parce que c'est très facile, véritablement, de perturber de telles manifestations. Le cahier de charge que le président de la République a aujourd'hui est extrêmement... mais je pense qu'il est en train de tenir véritablement parole. Mais estimez-vous qu'il aura une tâche facile dès lors qu'on sait quand même que lui-même il est accusé d'appartenir à l'ancien système? Vous savez, moi-même j'appartiens à l'ancien système. Hein. Et c'est une vérité. Moi-même j'appartiens à l'ancien système. Mais ce qu'il faut dire ici, je suis un commis de l'État. Moi, je ne suis pas là pour défendre un régime, je suis un commis de l'État, n'est-ce pas? Moi, je défends les couleurs de l'Algérie. Il faudrait que les gens comprennent. On a tous travaillé, tout le peuple algérien a travaillé avec ce que vous appelez l'ancien système, n'est-ce pas? On ne va pas prendre tout ce beau monde. Balayer tout le monde. Voilà. C'est pas possible, oui. Les gens qui devaient partir sont partis. Vous avez le président de la République qui est parti, le Premier ministre est parti, le président du Conseil constitutionnel est parti, le président du Sénat, il est parti. Nous avons une nouvelle équipe au gouvernement. Nous avons un nouveau Premier ministre aussi, n'est-ce pas? Ils sont en train de faire un travail. Dans le cadre de la campagne électorale, il a énoncé 56 mesures. Ces mesures-là sont en train d'être réellement prises en charge et le calendrier est en train véritablement d'avancer, n'est-ce pas? Je vous ai dit, le chantier le plus important, c'est surtout la modification de la Constitution, une bonne fois pour toutes, par la voie référendaire, parce que c'est le peuple, alors qu'avant c'était le Parlement, ça passait au Parlement, et puis ça a été adopté. Alors, Excellence, il y a une date, nous sommes le 12 mars, il y a une date historique pour votre pays, l'Algérie, c'est le 19 mars, c'est-à-dire dans quelques jours. Oui, le 19 mars 1962, c'est la date à laquelle il y a eu le cessez-le-feu en Algérie. Cessez-le-feu en Algérie, c'était une date que nous, bien entendu, que nous commémorons, ce qu'on appelle la fête de la victoire. La fête de la victoire, donc il y a eu un accord qui a été signé donc à Évian, d'ailleurs on appelle ça les accords d'Évian, qui a abouti au cessez-le-feu, pas à l'indépendance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, la partie française pensait que, bon voilà, nous avons signé avec le FLN, et que, bon, peut-être, nous allons organiser un référendum en Algérie, peut-être que le peuple algérien va demander le rattachement à la France. On nous a obligés à organiser un référendum. Non, nous l'avons organisé le 3 juillet, n'est-ce pas? Et ça a abouti pratiquement à 99,99%. Dr Kingué, qui connaît mieux l'Algérie que moi, n'est-ce pas, pourrait me dire si ce pourcentage était... En tous les cas, la majorité du peuple algérien a voté pour l'indépendance de l'Algérie. Et la question qui était posée, est-ce que vous êtes pour ou contre? Donc ça a abouti après 7 ans et demi de guerre. Nous avons combattu la France coloniale, mais derrière la France coloniale, il y avait l'OTAN. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons perdu 1,5 million de morts. Nous avons eu énormément de blessés. Nous avons eu des réfugiés par milliers au Maroc et en Tunisie. On avait 500 étudiants algériens uniquement à l'indépendance d'Algérie. Il y avait 13 millions de mines qui ont été semées sur les frontières algéro-marocaines et algéro-tunisiennes. Voilà l'héritage qu'on a eu de la France coloniale. Donc cette date-là qui a abouti à la fin de la guerre, ça a été une date auquel le peuple algérien a pu respirer véritablement et qui a été consacrée par la suite par le référendum qui a abouti donc à l'indépendance de l'Algérie. Alors, monsieur le ministre, on a vu, on en parlait même ici déjà, tout ce qui s'est passé en Algérie
On a vu les mouvements vendredi, mardi, cela, jusqu'à ce que le président Abdelaziz Bouteflika soit débarqué et que le président Tebboune vienne aux affaires. Et aujourd'hui, l'Algérie, est-ce que l'Algérie il parle aux autres pays? Puisque les autres pays ont des yeux pour voir, ont des oreilles pour écouter, forcément que l'Algérie parle, puisque nous avons des sens. Si tu peux être en contact à l'autre à travers la vue, à travers les oreilles, forcément, tant qu'on est un être rationnel, on doit apprendre. Maintenant, tout dépend de ce qu'on va apprendre. Et tout dépend aussi si on est disposé à apprendre. Mais moi, je veux simplement dire ici, l'Algérie, pardon, nous a tellement donné, pas donné, offert à apprendre. Et je ne saurais terminer, quitter ce plateau sans évoquer un grand nom qui m'a beaucoup marqué étant étudiant. C'est le grand professeur Mohamed Bedjaoui. Il est reconnu comme l'un des meilleurs constitutionnalistes africains de tous les temps. Et je crois qu'aujourd'hui, les Africains ont beaucoup de problèmes. Quand nous devons nous entretenir, nous devons réfléchir quelles sont les sources du droit que nous utilisons, c'est le droit occidental. Pourquoi aujourd'hui ne pas élaborer un droit international africain? Nous avons des pionniers qui ont posé ces bases-là. C'est d'ailleurs grâce à l'influence du grand professeur Mohamed Bedjaoui que l'Algérie a été le pays qui s'est engagé dans le comité de libération. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont financé l'ANC, qu'ils ont financé les activités de l'UPC, qu'ils ont soutenu tel. Je crois que ce sont des choses à capitaliser. Excellence, que pensez-vous de l'Union africaine? Vous savez, l'Union africaine, moi j'ai découvert l'OUA tout d'abord. Oui, l'OUA, quand j'allais à l'époque à Addis Abeba, j'étais dans une direction multilatérale au ministère des Affaires étrangères et j'allais surtout pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, n'est-ce pas? L'Union africaine est en train qui a donc succédé à l'OUA, est en train véritablement de s'imposer sur la scène régionale, est en train de faire parler l'Afrique d'une seule voix. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Et d'aborder les problèmes que nous rencontrons, particulièrement les séquelles du partage colonial, qui sont toujours là, auxquels nous sommes véritablement encore confrontés. Sur le plan économique également, nous devons à cette institution régionale, le NEPAD, donc cette nouvelle politique pour le développement de l'Afrique. Et je pense qu'à l'avenir, l'Union africaine va se renforcer puisque nous avons aujourd'hui sur le plan économique la zone de libre-échange que le Cameroun a déjà ratifié, l'Algérie a déjà ratifié, donc je pense que sincèrement que l'Union africaine est une union qui apporte beaucoup plus à l'Afrique en espérant que dans un avenir très proche on aura une voix au Conseil de sécurité avec veto, deux voix, pas une voix, des voix conformément à ce qui a été décidé déjà depuis un certain temps aux îles Béni. Vous le savez comme moi que l'Afrique, parmi les problèmes qui menacent l'Afrique aujourd'hui et dont l'Union africaine doit résoudre, il y a ce problème de l'immigration. Oui, il y a le problème de l'immigration. Vous savez, en Algérie, à un certain moment, on se retrouvait avec pratiquement 500 migrants chaque jour qui traversent surtout l'Algérie et qui rentrent en Algérie par le désert. Il y avait en 2018, je crois qu'il y avait plus de 90 000 personnes donc, qui ont traversé la frontière algérienne en espérant bien sûr essayer d'arriver en Europe. Moi ce que je peux vous dire c'est que bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, n'est-ce pas, sur la façon dont sont traités ces migrants, mais je peux vous dire que tout ça est raconté par certaines ONG et le Cameroun est confronté à cette problématique. Certaines ONG qui sont financées par certains pays qui, je peux vous le dire ici, ne nous veulent pas du bien, n'est-ce pas? C'est une question qui est prise en charge. Pour les Camerounais, je peux vous dire qu'il y a à peu près 10 000 qui vivent dans la clandestinité chez nous, n'est-ce pas? Ils sont là. Moi, je les ai retrouvés à chaque fois quand je pars à Alger en vacances. Je les ai retrouvés même dans l'immeuble où
où j'habite, bon, j'ai pas trouvé des Camerounais, mais j'ai trouvé des Nigériens, des Nigérians, des Burkinabés, etc., parce qu'ils trouvent du travail dans le bâtiment, dans l'agriculture. Ils trouvent parce que nous avons un déficit en main-d'œuvre dans le domaine du bâtiment et dans le domaine de l'agriculture. Ce que nous faisons, des efforts, ce n'est pas facile, c'est très difficile à gérer quand vous avez un nombre très important. Mais ce sont nos frères. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les renvoyer? Ce sont nos frères, on doit les accepter. Alors, nous sommes pris par les contraintes de temps, mais en quelques secondes, Dr Kingé, Algérie ou Alger-Yaoundé, l'avenir se dessine? Bien sûr, l'avenir se dessine. À quel niveau? Il faudrait juste que on maintienne une certaine collaboration entre l'Algérie et le Cameroun. Premièrement, qu'on communique au quotidien afin que chacun de ces États puisse prendre conscience des potentialités que l'Algérie peut offrir au Cameroun et vice-versa. Oui, et que les jeunes Africains cessent de regarder l'Algérie simplement comme le point de passage pour accéder à l'Europe. Très bien. Mais qu'ils sachent que ce qu'ils vont chercher en Europe, ils peuvent avoir cela sur place. En Algérie. Némi Fabrice. Oui, nous espérons que la coopération, que les deux États seront fructueuses et très promoteuses dans les prochains mois, dans les prochaines années, de telle sorte qu'on ne puisse plus avoir de certaines lenteurs qui ont été observées. Très bien, Excellence. Je crois que Son Excellence vient nous offrir un modèle original de dialogue patrimonial. Quand je dis patrimonial, parce qu'on est entre nous. On a l'impression, à tort, qu'il sort un peu des canons un peu formels, des us et coutumes diplomatiques, mais non. Mais vous voyez, à bien voir tout ce qu'il a bien analysé, tout ce qu'il a dit, mais il est allé sur près de 50 ans. Alors, Excellence Merzak, votre dernier mot sur le plateau de Regard sur la diplomatie. Écoutez, je tiens tout d'abord à vous remercier pour cette invitation qui nous permet justement de parler de nos problèmes, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, on ne se rencontre pas suffisamment, donc il y a un déficit d'informations, peut-être qu'on ne sait pas communiquer, peut-être on ne maîtrise pas peut-être cet outil, et ça c'est un reproche qu'on doit se faire. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai essayé de médiatiser tout ce que nous faisons à chaque fois que l'occasion m'a été présentée. Je suis passé à plusieurs reprises à la CRTV, je suis passé à plusieurs reprises à la radio Ciento. Je ne suis pas là pour leur faire de la publicité. Et pour la première fois, je suis chez vous. Dans la presse également, j'ai publié pas mal d'articles également pour essayer de parler de ce que nous faisons. Parce que c'est à nous de nous raconter. C'est pas aux autres. Les autres, ils ne vont pas parler de vous, n'est-ce pas? Quand ils vont vous parler de vous, ils vont édulcorer tout ce que vous écrivez, tout ce que vous dites, n'est-ce pas? C'est pour ça que je pense que ce genre de rencontres, il faut véritablement les pérenniser, effectivement, pour qu'elles se déroulent dans des temps très court. Très bien, merci à son Excellence Merzak Bedjaoui, merci à tout le panel. Il y avait à ma droite le docteur Jean Kingé, il y avait également Fabrice Némi et le professeur Amougi Tita Polinaire. Regard sur la diplomatie, c'est terminé pour ce soir. À la mise en onde, Ulrich Kemoué, cadrage vidéo. Alain Kwekam, qui s'est sacrifié pour ce soir, à qui nous disons merci. Alors, régie d'antenne Yannick Sylvain Ngelewi. Coordination éditoriale, Carole Prudence Tientieux. Coordination centrale, Roger Kiek de Kiki. Supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï. Au microphone, je suis Yves Modeste Ngué. Mesdames, Messieurs, Royal FM, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, les programmes de la radio Royal FM se poursuivent. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même fréquence.